Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je tourne en Tunisie, dans la ville de Sfax, où j'ai été invité par l'AMCV pour parler lors des journées de rythmologie ici, de plusieurs sujets, et notamment sur un sujet que je vais traiter aujourd'hui, qui est celui comment anticoaguler un accident vasculaire cérébral ischémique dit cryptogénique ou ESUS. Alors j'ai expliqué dans ma présentation d'abord que ces AVC qu'on dit cryptogéniques pour lesquels on n'a pas retrouvé de cause nécessitent quand même un minimum d'exploration et ça a été bien traité dans la session, c'est-à-dire il y a un minimum d'examens, notamment l'écho-doppler des trans supraortiques, l'imagerie vasculaire et cérébrale, notamment des examens cardiologiques minimum, notamment bien entendu l'échographie cardiaque, éventuellement très largement une échographie transœsophagienne pour rechercher l'athérome de l'arche aortique, pour rechercher le foramen ovale perméable, mais également le Holter ECG, minimum de 24 heures, voire plus prolongé, afin d'éliminer déjà les gros épisodes de fibrillation atriale qu'on peut diagnostiquer très précocement. Mes collègues neurologues qui ont participé à cette session nous ont montré plusieurs IRM cérébrales en nous expliquant quels sont les infarctus lacunaires pour lesquels c'était peu probable que ce soit d'origine embolique, ou quelles sont les localisations qui peuvent être notamment lorsqu'elles sont bilatérales, lorsqu'elles sont d'âge différent, lorsqu'elles sont antérieures ou postérieures en même temps, nous font évoquer une origine embolique. Mais de toute manière, même si on suspecte une cause embolique, j'ai bien expliqué qu'il faut avant tout, avant de décider une mise sous traitement anticoagulant, de démontrer la présence d'une fibrillation atriale. Donc même si on le suspecte fortement, nous n'avons pas le droit d'anticoaguler juste parce qu'on y croit. Pourquoi? D'abord parce qu'on a deux études avec des anticoagulants oraux directs, le rivaroxaban et le dabigatran, qui ont été faites chez des patients qui avaient des AVC cryptogéniques, mais dont le degré de recherche était plus ou moins poussé, et pour lesquels les patients étaient randomisés entre le traitement conventionnel par aspirine et l'AOD. Dans un groupe, c'était le dabigatran à deux doses, 110 et 150, et dans l'autre groupe, c'était le rivaroxaban 15. Dans une autre étude, c'est le rivaroxaban 15. Et dans les deux études, il n'a pas été retrouvé de bénéfice à anticoaguler à l'aveugle, voire à une augmentation de risque hémorragique avec les anticoagulants oraux directs. Alors, il y avait un sous-groupe pour lequel il y avait un bénéfice, qui sont les patients qui avaient un FOP, et ceux-là, ils bénéficiaient de l'anticoagulation, et donc chez eux, ils se discutaient soit, bien sûr, de les anticoaguler, soit de fermer le FOP. Et dans cette session, on nous a montré quelques critères simples, incluant l'âge jeune du patient, pour discuter, lorsqu'on découvre un FOP, de fermer le FOP ou pas. Et en général, avant de fermer le FOP, ils vérifient bien qu'il n'y a pas de fibrillation atriale, avant de fermer le FOP, pour être certain que le FOP, qu'il y ait cette association de FOP-AVC, parce que des fois, cette association n'est pas certaine. J'ai expliqué également que devant un AVC inexpliqué, avant d'anticoaguler, je devais monitorer l'AFA, chercher l'AFA. Et donc chercher l'AFA, ça nécessitait des enregistrements de longue durée, Holter non invasif de longue durée, Holter minimum de 72 heures, voire Holter de 7 jours, voire de 3 semaines, et surtout le Holter implantable. Alors bien sûr, ici en Tunisie, le Holter implantable n'est pas remboursé, raison pour laquelle je les ai incités à se mettre en contact avec les constructeurs de matériel et mettre la pression pour qu'ils aient des Holters peut-être moins chers, implantables, et qui permettra de mieux couvrir leurs besoins. En attendant, le minimum, c'est faire la durée la plus longue possible d'enregistrement Holter. J'ai vu que certains centres faisaient un Holter par semaine, ou par mois. Donc il y avait différents protocoles qui étaient faits centre par centre en fonction de leur pratique. Mais l'idée, ce que j'ai montré, c'est que lorsqu'on mettait un Holter implantable, on avait quasiment 30% des Holters implantables dans les 3 ans qui revenaient positifs avec la fibrillation atriale. J'ai expliqué aussi que, bien sûr, une fois qu'on a diagnostiqué la fibrillation atriale, on avait plus de 2 fois plus de chances de recevoir un anticoagulant, ce qui est plutôt logique, sachant que des fois, le moment où le patient récidive dans son AVC, et même s'il a fait de la FA, il n'est pas en FA, et lorsqu'il récidive sa FA, il ne fait pas obligatoirement un AVC. Donc il n'y a pas une corrélation parfaite, ce qui fait suspecter que finalement la FA n'est peut-être finalement que la partie émergée de l'iceberg, et la partie immergée serait finalement tout ce qu'on appelle la cardiomyopathie atriale, et probablement ces oreillettes ne sont pas normales, ont de la fibrose, ont des vitesses de vidange faibles, sont dilatées. Donc tous ces critères qui ne font pas partie des scores comme le score CHA2-VASc. Donc c'est assez intéressant finalement de regarder ce cas-là et de dire, voilà,
avoir un raisonnement global, même si en pratique, quelqu'un qui a fait un AVC et qui fait de la FA, on est obligé de l'anticoaguler parce qu'il a un score Schwartz-Jaspers élevé, il a en général un risque de récidive élevé et que la protection liée aux anticoagulants est supérieure à celle de la protection liée à l'aspirine. Ce que j'ai aimé dans cette session, c'était l'interaction avec les collègues, les collaborateurs, les autres collègues qui présentaient, mais également avec la salle, où on avait l'impression quasiment d'être dans un staff neurocardio et on discutait de la gestion de nos patients, que ce soit anticoagulé, diagnostiquer la FA ou fermer le FOP, etc. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas, je vous remercie par avance de mettre un grand max de pouces bleus à la vidéo, de la partager au maximum autour de vous, afin qu'elle puisse impacter un maximum de personnes. Merci de suivre la chaîne. À très très bientôt. Ciao, ciao.